Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2972 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 21 juin avec des anniversaires. Et tout d'abord, le meilleur buteur de la Liga cette saison, c'est l'Ukrainien Artem Dovbyk. L'attaquant de Girona, il fête aujourd'hui ses 27 ans, ce joueur qui pourrait quitter Girona, j'ai entendu, qui pourrait filer à l'Atlético Madrid, affaire à suivre. Et également Vanderson, le défenseur droit de l'AS Monaco, il fête aujourd'hui ses 23 ans. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée hier et la nuit dernière, parce que la nuit dernière, il y avait la Copa América, le match d'ouverture entre l'Argentine, l'équipe qui avait gagné la dernière édition, et l'équipe du Canada, donc équipe invitée le Canada, comme les États-Unis et le Mexique, parce que normalement, ils ne jouent jamais bien sûr la Copa América. Donc bref, match d'ouverture, et l'Argentine s'est imposée 2-0 contre le Canada. N'oubliez pas que la France avait fait 0-0 il y a une dizaine de jours contre cette même équipe canadienne. Donc l'Argentine 2-0, donc Alvarez et Lautaro Martinez ont été les deux buteurs côté argentin. Donc les statistiques de la partie, donc l'Argentine a eu plus de possession de balle, plus de tirs cadrés, et logiquement ils se sont imposés. Bon, j'ai pas vu le match, il avait lieu à 2h du matin, heure française, le coup d'envoi, mais bon, quand on voit les tirs et les tirs cadrés, 9 tirs cadrés pour l'Argentine, seulement 2 pour le Canada. Donc logiquement l'Argentine s'est imposée, elle aurait même pu gagner avec plus de buts, mais voilà, 2-0, c'est un score parfait pour commencer une compétition. Et du coup Alvarez est donc le premier buteur de cette Copa América, ce joueur de Manchester City. Donc on le félicite bien sûr, Alvarez. On va parler maintenant de Léo Messi, parce que du côté de l'Argentine, bien sûr, le joueur le plus connu, c'est lui. C'est peut-être sa dernière Copa América pour Messi. Je le vois bien jouer cette Copa América, la Coupe du Monde en 2026, puis peut-être après le Mondial 2026, je pense qu'il prendra sa retraite. Léo, bref, donc comme hier, il a joué. Donc il a quand même joué son 10e tournoi majeur avec l'Argentine. C'est quand même énorme. Donc en 2007, ça a été sa première Copa América hier, mais il a joué sa 7e Copa América. Vous savez que les Copa América, c'est pas comme les Euros ou les Coupes du Monde, c'est pas tous les 4 ans là-bas. Une fois c'est tous les ans, une fois c'est tous les 2 ans, je sais pas comment c'est leur système de Copa América, mais c'est déjà la 7e qui dispute Léo Messi. Il en a gagné une, la dernière édition, on se souvient de la finale contre le Brésil. Donc quelle longévité bien sûr pour Léo Messi, et record pour Léo Messi. Donc Lionel Messi devient le joueur ayant disputé le plus de matchs de l'histoire de la Copa América avec 35 rencontres disputées. Il dépasse le Chilien Sergio Livingstone qui détenait ce record depuis 1953. Donc voilà, Sergio Livingstone, les gars, c'est 34 matchs disputés dans la Copa América. Et Messi avec son match hier, c'est son 35e match disputé. Donc il va jouer encore au moins 2 matchs, voire plus, parce que les 2 matchs de poule. Donc il va monter déjà son total à 37 et il pourrait peut-être atteindre par exemple les 40 si l'Argentine va jusqu'à la finale ou demi-finale. Donc voilà, Léo Messi bien sûr légende totale du football sud-américain ou du football mondial tout court. Toujours avec lui donc Léo Messi, donc 7e Copa América de suite, et 7e, c'est le seul joueur de l'histoire à avoir réalisé au moins une passe décisive lors des 7 dernières Copa América. Incroyable, Donc magnifique passe D, donc c'est sur le but de Lautaro Martinez en toute fin de match à la 89e minute de jeu. C'est Messi bien sûr qui lui donne le caviar. Regardez quand même la joie de Lautaro Martinez après ce deuxième but inscrit de sa sélection hier. Toujours on revient sur Messi, donc Messi n'a pas marqué mais il a délivré une passe D, mais Messi il aurait pu marquer 1, 2, peut-être 3 buts dans le match, tellement qu'il a eu de grosses occasions. On peut le voir là, les duels qu'il a eu avec le gardien canadien, celle-là aussi où il arrive à faire le petit piqué mais ça rase le poteau, c'est une question de quelques centimètres tout simplement. Donc il a eu pas mal d'occasions mais il n'a pas réussi à marquer Léo Messi. Bon, ce sera peut-être pour le deuxième match, Et toujours avec lui les gars, on peut voir qu'à la fin du match il a échangé son maillot avec Alphonso Davids, Donc déjà Davids avait échangé le maillot de Messi à l'époque, lors d'un Bayern Paris Saint-Germain, et là du coup il a échangé son maillot du Canada avec celui de l'Argentine. Donc voilà. Alors, ça c'est une photo en haut, c'est dans le salon de Alphonso Davids. Il a le maillot de Messi encadré avec le PSG, le maillot PSG, donc il pourra mettre maintenant le maillot de l'Argentine qu'il a pu recevoir hier. Toujours avec cette Copa América, donc voilà ce qu'elle va dire déjà sur le match d'ouverture hier. Donc ce soir, dans la nuit prochaine, pareil à 2h du matin, donc ça sera le Pérou, le Pérou contre le Chili. Voilà, donc après dans la nuit de samedi à dimanche par exemple, là, il y aura ces 2 rencontres là, je crois que c'est l'Équateur contre le Venezuela et le Mexique contre la Jamaïque. Concernant le Brésil, donc ils joueront contre le Costa Rica, ça sera dans la nuit de lundi à mardi à 3h du matin. Et après on basculera, ce sera la dernière rencontre de la première journée, puis après on basculera sur la deuxième journée. Donc il y a des matchs tous les jours, du vendredi, de hier là jusqu'au samedi 3 juillet, il y a 2 matchs chaque jour du côté de cette Copa América.
On quitte le continent américain, on revient nous en Europe, on va parler maintenant de l'Euro, on va parler des 3 rencontres qui ont lieu hier et tout d'abord du très gros match hier entre l'Espagne et l'Italie. Un petit rappel, cette affiche avait été la demi-finale du dernier Euro, l'Italie s'est imposée après la séance de tir au but et du coup avait atteint la finale et gagné cette finale contre l'Angleterre. Bon bref, l'Espagne a pris sa revanche, donc l'Espagne une victoire 1-0 contre l'Italie, donc Calafiori, buteur contre son camp, encore un but contre son camp, on parlait tout à l'heure les gars, c'est fou, il y a énormément de buts contre son camp, je sais pas ce qui se passe, bref, donc l'Espagne logiquement, j'ai regardé bien sûr le match, c'est vrai que ça a été un but contre son camp, mais l'Espagne était largement meilleure que l'Italie. Il n'y aurait pas eu un grand Donnarumma. Le score aurait pu être beaucoup plus lourd. Regardez-moi ces statistiques. Donc l'Espagne, c'est plus de 20 tirs, c'est 8 tirs cadrés, un but marqué. En plus, un but un peu chanceux, vu que c'est Calafiori qui la met contre son camp. Mais sinon, Donnarumma, il a fait un très gros match. Heureusement qu'il était là. Et l'Italie, ils n'ont rien montré. 4 tirs, une frappe cadrée. Tout simplement, l'Espagne était bien meilleure que l'Italie. Et logiquement, l'Espagne s'est imposé lors de cette rencontre. Donc félicitations aux Espagnols. C'est vrai que c'était pas une équipe en début de Euro qu'on mettait parmi les favoris. On mettait la France, le Portugal, l'Angleterre, tout ça. On les mettait plutôt outsiders, mais c'est vrai que vu comment joue l'Espagne, les gars, avec les joueurs qu'il y a, tout ça, et bon, on peut peut-être les mettre en favoris. C'est peut-être pour moi avec l'Allemagne les 2 équipes qui ont le plus impressionné depuis ce début de l'Euro. Donc officiel, l'Espagne est qualifiée pour les 8e de finale et les Espagnols sont même assurés de terminer à la première place. Même s'ils perdent le dernier match, ça sera contre l'Albanie, ils sont sûrs de finir premier. Parce que l'Italie, en gros, même s'ils gagnent l'Italie, en gros, les 2 équipes seront à 6 points. C'est l'Espagne perd le dernier, l'Italie gagne. Mais voilà, par rapport à la confrontation directe, l'Espagne a gagné contre l'Italie. Donc, sont sûrs de finir la première position. Et du coup, l'Espagne disputera son 8e de finale contre un 3e de groupe. Donc, on pense que ça va le faire. Avant de potentiellement retrouver l'Allemagne en quart de finale. Donc, voilà, parce qu'il y a chaque partie de tableau. Donc, si l'Espagne et l'Allemagne, donc l'Allemagne devrait également finir première. Donc, si les 2 équipes gagnent leur 8e, ça pourrait faire un Espagne-Allemagne. Bon, les 2 grosses équipes, on va dire, de cet Euro, enfin, qui ont le plus impressionné, pourraient se rencontrer en quart de finale de cet Euro. On va parler de Nico Williams, c'est officiel, c'est lui qui a été élu homme du match de la rencontre. Quelle rencontre de Nico Williams. En début de match, les gars, je sais pas ce qu'il avait dans les jambes, il avait les jambes en feu. Il était énorme, Les joueurs de l'Italie, ils n'arrivaient pas du tout à le prendre. Incroyable, un joueur, donc, pour ceux qui suivent le foot, vous savez que c'est un excellent joueur, mais là, peut-être qu'il y en a qui avaient très rarement vu jouer ce joueur, vu qu'il joue à Bilbao. C'est un joueur qui peut viser beaucoup plus haut. Et c'est vrai que c'est lui qui a l'origine du but contre son camp de Calafiori, parce que c'est lui qui a centré, on peut le voir. Bon, c'est Donnarumma qui l'a dévié, puis en gros, ça revient sur le genou de Calafiori qui l'a marqué contre son camp. Donc voilà, vraiment Nico Williams, énorme. Pour revenir sur le but contre son camp de Calafiori, c'est quand même le 5e but contre son camp, c'est fou. Rudiger, Weber, Arnac, Jasula et Calafiori, 5 buteurs contre son camp. Donc voilà, un buteur contre son camp. CSC, c'est le meilleur buteur cette saison. On va dire de l'Euro devant Jamal Musiala et ses 2 buts. Et sinon, 40 joueurs ont inscrit un but du côté de ce championnat d'Europe des Nations. Pour revenir nous sur Nico Williams, donc il dispose d'une clause libératoire de seulement 60 millions d'euros. Enfin c'est déjà pas mal, mais voilà, pour un joueur du calibre, déjà ce qu'il montre là lors de l'Euro et ce qu'il a pu montrer avec Bilbao. C'est vrai qu'il y a des joueurs, des fois, qui sont achetés le double de son prix et qui ne sont pas meilleurs que Nico Williams. Le club qui le recrutera réalisera l'un des meilleurs coups du mercato. Et pour l'instant, une équipe qu'il veut absolument, c'est le Barça. Après, le Barça, est-ce qu'ils ont l'argent pour le faire? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça peut être très lourd, le Barça, avec Lamine Yamal à droite et Nico Williams à gauche, comme ce qui était le cas hier. Donc, il a quand même aussi reçu des offres à une première ligue. Il dit non à tout le monde en première ligue pour essayer d'aller du côté du FC Barcelone. Donc voilà, ça peut être une énorme recrue bien sûr pour le Barça. Un joueur comme Nico Williams. Et on va parler de son collègue. Donc Lamine Yamal, donc c'est les 2 meilleurs amis. Lamine Yamal, il avait parlé il y a quelques jours, il a dit que son meilleur ami c'est bien sûr Nico Williams et il aimerait que ce joueur vienne avec lui du côté du Barça. Ça peut être une très bonne nouvelle pour le Barça bien sûr d'avoir 2, enfin il y en a déjà un, mais d'avoir le 2e dans son effectif la saison prochaine. Et c'est que Lamine Yamal, c'est vrai que ce joueur il a du Messi comme dans les jambes. Encore un énorme match de la part de Lamine Yamal. Il a seulement 16 ans, il va fêter ses 17 ans, je crois que c'est une question de jour. Dans une semaine il aura 17 ans, on parlera bien sûr de son anniversaire. Et voilà, exceptionnel le match de Lamine Yamal lui aussi, qui a beaucoup percuté. C'est vrai que là actuellement j'ai l'impression que l'Espagne a les 2 meilleurs ailiers. Voilà, bon c'est vrai qu'il y a des autres équipes qui ont des gros ailiers, mais là vraiment Nico Williams à gauche et Lamine Yamal à droite, c'est quand même très costaud ce qu'il y a du côté de la sélection espagnole. Et aucun joueur n'a réussi plus de dribbles que Lamine Yamal, 7 depuis le début de l'Euro 2024. Pour vous montrer les gars, qui percute, il fait des bonnes passes, il donne des caviars, tout ça, à seulement 16 ans.
imaginez les gars, dans 10 ans, il aura seulement 26 ans encore, Lamine Yamal. Il sera peut-être au prime de sa carrière, parce qu'à 26 ans, on dit beaucoup, c'est à l'âge où tu es le meilleur de ta carrière. Voilà, c'est quand même incroyable, ce joueur. Hein. Et regardez, Pedri, Lamine Yamal et Nico Williams, l'avenir de l'Espagne est totalement assuré. Peut-être l'avenir du FC Barcelone est assuré si, bien sûr, Nico Williams devenait à débarquer. On va parler aussi de Rodri, a réalisé plus de passes que n'importe quel autre joueur sur le terrain en première mi-temps. Contre l'Italie, 55 passes tentées, 55 réussies. On parle souvent de cette stat avec Toni Kroos, hein, qui est un joueur très propre, enfin qui réalise beaucoup de passes. Enfin des passes tentées et des passes réussies, lui c'est un peu la même chose. Hein. Rodri, on sait que c'est aussi un joueur très précis, on va dire, hein, dans ses passes. Toujours avec cette sélection espagnole, donc avant le match, il y avait aussi le jeune Fermín López, mais surtout ce que je voulais montrer, c'est la veste, hein, la veste collector, c'est une veste à l'époque de l'Espagne qu'ils ont là actuellement, vintage on peut dire, et c'est qu'elle est très belle, hein, cette veste de l'Espagne. On va parler un petit peu côté italien, parce que l'Italie, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup existé hier, hein, c'était très compliqué pour eux, et il faut parler du meilleur joueur de l'Italie, c'est lui, hein, c'est le gardien du PSG. Saluons ce soir le match de patron de Donnarumma dans les cages italiennes, malgré la défaite, heureusement qu'il était là. S'il n'était pas là, l'Italie prend combien de buts, hein? Je pense que ça aurait pu monter à 3-4 buts, hein. Il aurait pu avoir un 4-0 facile, hein, pour l'Espagne, hein, si Donnarumma n'avait pas été présent. Hein. C'est que l'Italie, ce qu'on retient de leur match hier, c'est l'hymne, hein, l'hymne qui chante avec cœur, tout ça, où ils crient, tout ça. Hein. Sinon dans le match, hein, ça a été très compliqué pour les Italiens, derniers champions d'Europe. Hein. Bon, après ils sont quand même très bien partis pour se qualifier, parce que gagner le premier match. Donc contre la Croatie, le dernier match, donc s'ils gagnent ou même un nul, ça devrait passer en tant que meilleur troisième. Mais voilà, l'Italie quand même pour être qualifié. Mais bon, hier, c'est vrai qu'on peut voir quand même que l'Espagne était largement au-dessus. Du coup, le classement de ce groupe B. Donc l'autre match a été joué, c'était avant-hier. C'était entre l'Albanie et la Croatie où ça s'est fini à 2 partout. Du coup, là voilà, toutes les équipes ont joué leurs 2 matchs. Hein. Donc Espagne 6 points, l'Italie 3 points, Albanie 1 point et Croatie 1 point. Donc c'est simple, un dernier match Albanie-Espagne où on pense que le sélectionneur va faire tourner vu que l'Espagne est sûre de finir à première position. Je vais dire, même s'il perd l'Italie 6 points. Confrontation directe, vu que l'Espagne a gagné contre l'Italie, soit sûr de finir en tête. Et après, c'est la deuxième place. Hein. Donc, deuxième place, si l'Italie s'impose contre la Croatie, ils seront directement qualifiés. Si la Croatie gagne contre l'Italie, donc la Croatie, malgré qu'ils font un début d'Euro catastrophique, ils peuvent bien sûr se qualifier en finissant deuxième. Après, tout dépend de l'Albanie ce qu'ils vont faire. Donc voilà, tout reste jouable, on peut dire. Hein. Et voilà, dans ce groupe. Et certainement, là, les 3 premiers seront qualifiés parce que le troisième, c'est une équipe, le troisième a 4 points. Donc voilà, serait, on peut dire, quasiment qualifié pour en tant que meilleur troisième. On continue avec les 2 autres matchs. Et tiens, on va parler de l'Angleterre contre le Danemark. Score final 1 partout. Donc Harry Kane a été buteur côté sélection anglaise. Voici les statistiques de la partie. Donc de nouveau, l'Angleterre a été l'équipe qui a le moins tiré. Déjà contre la Serbie, lors du premier match, ils ont tiré seulement 5 fois. La Serbie 6 fois. Donc là, cette fois-ci, l'Angleterre a tiré 11 fois. Et le Danemark a tiré 16 fois. Donc plus de tirs cadrés. 7 tirs cadrés aussi pour le Danemark contre l'Angleterre, qu'on a eu que 4. Hein. C'est que l'Angleterre, on sait, voilà, grande équipe, tout ça. Bon, c'est une très grande équipe, bien évidemment. Mais voilà, dans la façon de jouer, tout ça, c'est plutôt moyen. Voilà, l'Angleterre peut inspirer. Et même si l'Angleterre est quasiment qualifiée avec 4 points, en plus il leur reste un match à jouer, je ne sais plus contre qui le dernier match, bref. Donc l'équipe est dans le jeu, hein, quand même ultra décevante, hein, avec les joueurs. Regardez-moi ces joueurs-là, c'est que des top players. Et comment ils jouent, hein, c'est pas le jeu qu'on pensait qu'ils allaient produire, hein, pour cet Euro. Hein. Donc choix contestable, hein, du sélectionneur, individualité en difficulté au collectif peu soudé. Vous considérez encore l'Angleterre comme favori pour la victoire finale? Moi je mets oui, hein, voilà. Pour moi, même si voilà, c'est un peu compliqué, ils peuvent monter en régime, voilà, monter beaucoup plus fort après avec les matchs élimination directe. C'est une équipe bien sûr qui peut gagner l'Euro, hein, quand on voit les joueurs, mais c'est vrai que pour l'instant lors des 2 premiers matchs on reste un petit peu sur notre faim, on s'attendait un petit peu à mieux. Avec cette sélection anglaise, on va parler du premier buteur du match à la 17e minute de jeu, c'est Harry Kane qui a marqué son premier but lors de cet Euro, hein, félicitations à Harry Kane. Et Harry Kane, assez simple, est le seul joueur anglais à avoir marqué au moins un but lors des 4 dernières compétitions internationales, l'Euro 2024, la Coupe du Monde 2022, l'Euro 2020 et la Coupe du Monde 2018. Bon après, un but c'est même plus, hein. Par exemple là, l'Euro, il a marqué un but là, la Coupe du Monde 2022 il a marqué 2 buts, l'Euro 2020 il a marqué 4 buts et la Coupe du Monde 2018 il a marqué 6 buts Harry Kane, hein, ce qui fait quand même 13 buts. Donc aucun autre joueur en Europe a marqué plus de buts que lui, même Mbappé par exemple n'a pas marqué plus que Harry Kane sur les 4 derniers gros tournois. On va parler de Jude Bellingham qui avait été exceptionnel, il a fait un gros match parce qu'il avait été buteur contre la Serbie lors du premier match de l'Angleterre. Mais hier les gars, il a été invisible, hein, voilà.
Donc il est passé, on peut dire, complètement à côté de sa rencontre. Hein. Donc 62 ballons touchés, 0 tir au but et 10 pertes de ballons. Il a perdu énormément de ballons, il n'a pas eu l'affluence qu'il a normalement avec le Real Madrid hein, ou avec l'Angleterre comme il a pu l'avoir lors du premier match. Hein. Ça a été un match très compliqué. Bon, ça arrive, hein. Voilà, tu peux pas faire à chaque fois des top matchs. Hein. Des fois, tu rates ton match. Il a raté son match, on peut dire, Jude Bellingham. Hier, on va parler aussi de ce joueur qui déçoit comme depuis ce début de l'Euro. Pourtant, il a fait une saison exceptionnelle à City. Il a comme été élu meilleur joueur du côté de la Première Ligue. Hein. C'est Phil Foden. Et c'est que Phil Foden, sur ses 2 premiers matchs hein, du côté de l'Angleterre, c'est très décevant. Il n'a même pas fini le match, 68e minute de jeu. Il a été remplacé. Phil Foden. On va parler aussi d'Alexander-Arnold, lui aussi très décevant, une note de 4. Hein. Voilà, pour ce joueur qui joue normalement de base, un défenseur droit. Il a joué de nouveau milieu de terrain avec Declan Rice. Hein. Et Roy Keane, les gars, détruit complètement Alexander-Arnold après son match contre le Danemark. Il a dit il n'a pas le niveau pour jouer au milieu de terrain. Declan Rice avait l'impression de jouer les babysitters dans l'entrejeu. Parce que Declan Rice, lui, top niveau. On sait que lui, c'est un très bon milieu de terrain. Mais c'est vrai qu'Alexander-Arnold, est-ce que c'est un milieu de terrain? Pas sûr. Hein. Bon, Gareth Southgate veut le mettre pour l'instant en milieu de terrain. D'accord. Bon, c'est passé un petit peu contre la Serbie, voilà. Mais là, vu qu'il y a eu match nul, il était beaucoup critiqué par rapport à sa performance sur la 4, c'est insuffisant. Il devrait retourner au poste de latéral droit. Bon, il y a quand même Walker aussi, latéral droit, donc j'en sais rien. Mais peut-être mettre un autre milieu de terrain, parce qu'il y en a des autres, hein, bien sûr. Hein, l'effectif anglais est quand même très impressionnant. Donc, pas sûr hein, que lors du 3e match, il soit de nouveau titulaire au milieu de terrain. Alexander-Arnold. On va parler de ce joueur, et c'est vrai qu'on est plutôt déçu pour lui. Hein, c'est Cole Palmer, les gars, qui a fait une saison incroyable hein, du côté de Chelsea et n'a pas encore joué la moindre minute pour l'Angleterre lors de cet Euro 2024. Il n'est même pas rentré en cours de jeu. Pourtant, il y a des joueurs comme Phil Foden, comme je sais pas, il y a plein de joueurs qui déçoivent actuellement du côté de l'Angleterre. Il n'a pas joué la moindre minute. Hein. Pourtant, il a quand même, avec le plus de buts et le plus de passes D en première ligue hein, cette saison, le joueur le plus décisif avec 33 buts et passes D cumulés, même plus que Erling Haaland. Et on l'a pas vu encore une fois. Pas une seconde de jeu pour Cole Palmer. Donc voilà, c'est vrai que ça c'est des choix un petit peu. On se demande qu'est-ce qu'il fait Gareth Southgate. Tu peux le faire rentrer, au pire tu peux le faire jouer 10 minutes. C'est sûr, il aurait été pas plus nul que par exemple le match de Phil Foden hier. Voilà ce qu'il y avait à dire, hein, côté sélection anglais. Et concernant le Danemark, le meilleur joueur, c'est lui, les gars, c'est Pierre-Emil Højbjerg. Hein, est élu homme du match de ce Danemark-Angleterre. Hein. Félicitations à lui et à noter le magnifique but quand même du Danemark pour égaliser à la 33e minute de jeu par Lande, hein. Donc grosse frappe, hein. Donc voilà, partage des points entre ces deux équipes, hein. Et aussi le gros match d'Andreas Christensen, n'a raté aucune passe, hein, les gars, sur le match hier. 118 passes tentées, 118 passes réussies, donc incroyable bien sûr, hein. Christensen. On continue aussi avec l'autre match, la Slovénie contre la Serbie. Ça s'est fini à 1 partout. On peut voir les deux buteurs, Karsinic, buteur côté slovène. Donc la Slovénie pensait mener, enfin gagner, parce qu'à la 94e minute de jeu, il y avait toujours 1-0 pour eux. Et à la 95e minute de jeu, l'ancien joueur du Real Madrid, Luka Jovic, a égalisé en toute fin de match à la 95e. Donc du coup, partage des points. Du coup, ça laisse la Serbie encore en vie, parce que si la Serbie aurait perdu là, ils avaient déjà perdu le premier match contre l'Angleterre avec 0 points en 2 matchs. Bon, ils auraient pu finir encore meilleur 3e, mais ça aurait été un miracle, hein. Donc voilà, avec 1 point, bien sûr, c'est totalement jouable pour eux, parce que le dernier match, s'ils gagnent avec 4 points, il y a des chances de finir parmi les... Parce que sur les 6 groupes, hein, donc sur les 6 groupes, il y a 4 meilleurs 3e qui passeront. Donc voilà, 4 points, tu as des chances. Après, tout dépend aussi au goal average, ce que ça va donner. Et voilà, ils peuvent remercier Luka Jovic, hein, je l'ai dit, buteur en toute fin de rencontre, hein. Donc voilà, la Slovénie a craqué. Dommage pour eux, hein, parce que la Slovénie, là, avec une victoire, ça aurait été très bon pour eux pour se qualifier. Et 6 buts quand même ont été inscrits dans le temps additionnel depuis le début de l'Euro 2024, parce que lui, il a inscrit le but à la 95e minute de la rencontre. Et 6 buts, je dis, ont été inscrits dans le temps additionnel. Donc soit plus que durant tout l'Euro 2020, il y a eu 5 buts inscrits dans le temps additionnel. Après la 90e en 2020, sur tout l'ensemble de l'Euro. Et là, il y en a déjà 6, alors il reste encore beaucoup de matchs, hein. Il reste encore là, plus de la moitié des matchs de poule, puis après tous les matchs élimination directe. Donc encore un Euro pour montrer qu'il y a beaucoup de buts sur cette édition. Et le meilleur joueur du match, les gars, c'est Zan Karsinic, hein, donc le buteur côté slovène, qui a été élu homme du match, hein, de ce Slovénie-Serbie. Du coup, le classement, donc tout reste jouable pour toutes les équipes, hein. L'Angleterre 4 points, le Danemark 2 points, la Slovénie 2 points, la Serbie 1 point. Donc l'Angleterre peut finir 4, peut-être, je crois. Oui, parce que l'Angleterre, les gars, 4 points. Donc ils peuvent, s'ils perdent, hein, puis si le Danemark par exemple s'impose contre la Serbie, ils seront au pire 3e, on peut dire l'Angleterre, mais bon.
voilà, l'Angleterre va jouer contre la Slovénie. Un nul pour eux leur suffit pour bien sûr valider leur place. Mais voilà, s'ils gagnent, ils sont sûrs de finir en tête. Donc voilà ce classement, les gars, où tout sera joué, on peut dire, lors de l'ultime journée. Donc Angleterre, Slovénie et Danemark-Serbie. Lors de la dernière journée, ça se jouera mardi 25 juin à 21h. Ça sera après les matchs de la France. Par exemple, il y aura France contre qui? France, Pologne et Pays-Bas contre Autriche à 18h. Puis à 21h, ce sera aussi ce multiplex avec les deux rencontres de ce groupe C. Du coup, si on fait le récapitulatif pour l'instant des équipes qualifiées, donc on savait déjà l'Allemagne et l'Espagne officiellement aussi obtenu son billet. Donc voilà, pour l'instant, les deux nations qualifiées qui pourraient en plus s'affronter. J'ai dit en quart de finale, c'est de là. Le programme du jour. Donc aujourd'hui, il y a Slovaquie contre l'Ukraine. Donc la Slovaquie, après avoir battu la Belgique, donc s'il s'impose contre l'Ukraine, qui a pris un 3-0 contre la Roumanie lors du premier match, la Slovaquie sera qualifiée et pratiquement même sûr de finir en première position. Ce serait fou pour eux. Donc il y a aussi un Pologne-Autriche à 18h sur Beansport. Et ce soir, l'équipe de France contre la sélection néerlandaise. C'est ce soir à 21h sur Beansport et aussi sur M6. Donc voilà le gros programme du jour. Donc en équipe qui peuvent se qualifier ce soir, donc la Slovaquie et soit la France ou les Pays-Bas s'il y a un vainqueur entre ces deux équipes. Et on va parler maintenant bien sûr de l'équipe de France. Donc les Bleus sont arrivés à Leipzig, c'était hier. Donc le match est ce soir. On peut voir quelques joueurs de l'équipe de France. On peut voir Mbappé bien sûr avec les lunettes, mais surtout son nez qui a l'air d'aller un petit peu mieux, parce que voilà, il n'y a plus de bandage, tout ça. Et on va parler maintenant de l'équipe de France et aussi d'Mbappé. Donc l'équipe avancée masquée. Donc Mbappé qui s'est entraîné hier soir avec une protection sur son nez fracturé, mais sans participer à l'opposition en fin de match. Il y a eu un petit match d'entraînement, on peut dire. Il n'a pas pu jouer ce match-là. Reste très incertain pour le match contre les Pays-Bas ce soir. Deschamps, le sélectionneur des Bleus, a tenté de brouiller les pistes. Donc tout d'abord, on peut voir Kylian Mbappé. J'ai dit qu'il allait porter un masque. Donc voici le masque porté par Kylian Mbappé durant l'entraînement de l'équipe de France. C'était hier. Donc un masque bleu, blanc, rouge. Les couleurs bien sûr du drapeau français. Donc voilà. Bon, après ce masque-là, s'il venait à jouer ce soir, il devra porter un masque, mais il ne pourra pas porter ce masque-là. Ça ne sera pas possible. L'UEFA n'autorise en effet que des masques d'une couleur unique. Donc ça sera soit une couleur tout blanc, tout noir, tout vert, mais qu'une couleur. Tu ne peux pas avoir trois couleurs en gros. Voilà, c'est pas possible. C'est dans le règlement de l'UEFA. Et voilà, pour l'entraînement, ça passe. Bien sûr, ce masque bleu, blanc, rouge. Et Deschamps, les gars, est optimiste concernant la participation de Kylian Mbappé. Donc Deschamps hier en conférence de presse pour parler du match de ce soir, il a dit ça évolue dans le bon sens pour qu'il soit disponible. Donc ce soir, on va faire en sorte qu'il puisse être là. Donc normalement, il sera bien dans le groupe, mais normalement, il devrait être certainement sur le banc. Kylian Mbappé, il sera certainement sur le banc, il rentrera certainement en cours de jeu. Voilà, tout dépend après aussi du résultat, mais il devrait être remplaçant ce soir. Et Griezmann tient sur l'éventualité d'un forfait de Mbappé contre les Pays-Bas. Il a dit toute l'équipe devrait s'adapter, mais je ne sais pas s'il va jouer. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde, l'avoir ou non, ça change énormément. Il faut toujours s'adapter dans le foot. Voilà, de toute façon, s'il n'est pas là, il va falloir s'adapter bien sûr à jouer sans Kylian Mbappé. T'as pas le choix. On va parler aussi d'Aurélien Tchouaméni. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'il devrait être de retour et titulaire au milieu de terrain ce soir contre les Pays-Bas. N'oubliez pas qu'il est blessé depuis plus d'un mois, depuis la demi-finale retour du Real contre le Bayern en Ligue des Champions. Je vous parle. Il a loupé la finale de la Ligue des Champions. Il a loupé tous les derniers matchs de Liga, tous les matchs de préparation. Et ce soir, normalement, il sera dans le 11 de départ d'après l'équipe. Bon, après, voilà, peut-être ça peut qu'il soit pas dedans, mais voilà, si les propos probables le mettent dedans, c'est qu'il pourrait tenir sa place. Et Rabiot lui aussi pourrait de nouveau être titulaire et pourrait évoluer ce soir au poste d'ailier gauche. Il pourrait être le remplaçant de Kylian Mbappé. Et on parle de Rabiot. Donc Deschamps pense en effet à revenir au système du mondial de 2018 où Matuidi jouait à ce poste. Matuidi à l'époque il jouait ailier gauche du côté de l'équipe de France. Enfin il se replaçait surtout au milieu de terrain, mais il jouait cette position-là. Donc Rabiot pourrait utiliser cette position que Matuidi utilisait, on peut dire en 2018. N'oublie pas qu'en 2018, la France a quand même gagné le mondial. Donc voici à quoi pourrait ressembler ce 11 de départ ce soir. Donc ça serait plutôt un 4-4-2. Donc la défense, ça bouge pas. Mike Maignan, Hernandez, Upamecano, Saliba, Koundé. C'est la même défense qu'il y a eu contre l'Autriche. Mais milieu de terrain, ça pourrait changer. Donc Kanté avec Tchouaméni du coup. Et Rabiot, donc, parce que normalement de base c'était Kanté, Rabiot et Griezmann. Donc Griezmann pourrait jouer lui en attaque. Donc Dembélé à droite, donc il serait piston droit on peut dire. Bon Thuram les gars, je sais pas les gars. J'ai déjà dit hier, j'ai vu en plus un commentaire, il m'a dit ouais il faut lui laisser le temps et tout. Non, tu laisses pas le temps. Oui il a fait une belle saison avec l'Inter. Mais pour moi les gars, ce qu'il montre en équipe de France lors des matchs de préparation, le premier match, il ne peut pas être de nouveau titulaire. C'est un scandale tout simplement. Pourquoi Bradley Barcola n'est pas titulaire? Je ne sais pas, je comprends pas. Bon bref, voici à quoi devrait ressembler le 11 normalement de l'équipe de France.
pour ce soir. Donc Mbappé devrait être sur le banc, mais bon, on pourrait le voir rentrer bien évidemment en cours de jeu. Et Griezmann tient propos de Ronald Koeman, le coach de la sélection néerlandaise, qu'il avait coaché à Barcelone. Il a dit: c'est un entraîneur que j'ai bien aimé, il m'a toujours dit ce qu'il pensait vraiment, ce n'est pas le cas de tous les entraîneurs. Voilà, donc même si c'est des choses contre Griezmann, il lui a dit tout simplement Koeman à Griezmann. Donc voilà, une petite déclaration de sa part. Et Griezmann tient sur Kanté, il a dit: il m'a impressionné quand il a commencé à dribbler, c'est du grand N'Golo, il fait énormément de bien, un bonheur de l'avoir avec nous, on espère qu'il va continuer comme ça. Bon, on espère ce soir qu'il refasse le même match qu'il avait fait contre l'Autriche, qu'il le fasse ce soir contre la sélection néerlandaise. Et Platini donne son avis sur Kylian Mbappé. Il a dit: on a eu 10 ans de Ronaldo Messi, maintenant on va voir Mbappé Haaland, je crois plus en Mbappé qu'en Haaland. Il est très talentueux, va très vite et efficace, et devant le but il excelle, même s'il en rate parce qu'il va trop vite, mais ce n'est pas lui qui va régaler au milieu de terrain. Kylian Mbappé, je ne le connais pas, je vais vous dire une chose, je ne l'ai jamais vu jouer en vrai dans un stade, voilà ce que peut dire Platini. Est-ce qu'il m'impressionne? Personne ne peut m'impressionner, il gère très bien ces moments de forme, de mes formes. Donc voilà ce qu'a pu dire Platini sur Kylian Mbappé. Toujours sur ce match ce soir, donc des moments conviviaux entre les supporters néerlandais et français dans les rues de Leipzig. Donc c'était hier soir, donc, parce que ce soir le match se déroule dans le stade de Leipzig. Et du coup, il y a les supporters français dans les bars, il y avait aussi des supporters néerlandais. Je pense que ce soir il y aura plus de supporters néerlandais. Voilà, parce que souvent les supporters néerlandais se déplacent en nombre. Donc on verra est-ce qu'il y aura plus de bleu ou de orange ce soir dans les tribunes du côté du stade de Leipzig. Et ce trio-là était tellement impressionnant avec les Pays-Bas, vu qu'on parle de cette sélection. L'adversaire de l'équipe de France qu'à l'époque, Van der Vaart, Schneider et Van Persie, c'était quand même exceptionnel du côté de cette sélection. On peut rajouter aussi Arjen Robben, qui est une légende du côté de cette sélection néerlandaise. On continue, on va parler aussi de Lewandowski, parce qu'à 18h, il y a un Pologne contre l'Autriche. Et Lewandowski, pour être titulaire ce vendredi contre l'Autriche, il avait loupé le premier match contre les Pays-Bas. Il n'a pas pu jouer parce que c'était blessé lors du match de préparation juste d'avant. Mais là, ce soir, ils n'ont pas le choix. De toute façon, la Pologne doit absolument s'imposer et pour avoir l'espoir de se qualifier. Et du coup, Lewandowski devrait être titulaire contre l'Autriche à 18h. On continue à regarder la story d'Ivan Rakitic, un joueur de la Croatie. Donc il a republié une photo de quelqu'un qui lui a mis en gros le meilleur joueur de l'histoire de la Croatie en mettant une photo de lui, puis il a remis ça, Rakitic. Bon, je ne suis pas sûr que c'est le plus grand joueur de la Croatie. Je partirais plutôt sur Luka Modric, qui est pour moi. Mais voilà, pour Rakitic, pour lui, c'est lui le plus grand joueur de la sélection croate. On continue, donc plus rien à voir avec l'Euro, la Copa América et tout ça. On va plutôt parler des équipes africaines. Et regardez, n'oubliez pas les gars, le 4 juillet prochain, ça sera le tirage au sort des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et les chapeaux potentiels. Donc chapeau 1, chapeau 2, chapeau 3, chapeau 4. Donc en gros c'est simple. Une équipe du chapeau 1, en gros c'est les plus grosses équipes. On peut voir le Maroc, Sénégal, tout ça. Donc une équipe du chapeau 1 affrontera une équipe du chapeau 2, du chapeau 3, du chapeau 4. Donc le tirage au sort, c'est le 4 juillet, dans à peu près 2 semaines. On en reparlera bien sûr de toutes les poules de cette future CAN 2025 qui se déroulera au Maroc. Et le nouveau classement FIFA du côté du continent africain après les matchs qui ont été joués, les 2 rencontres pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Donc voilà, il y a quelques changements. Donc le Maroc gagne une place, ils étaient 13e, ils montent à la 2e position du classement FIFA, meilleure équipe africaine, la mieux représentée. Donc le Sénégal perd une place, ils étaient 17e, ils descendent à la 18e place. On peut voir sinon par exemple la Côte d'Ivoire gagne 2 places. On peut voir par exemple que le Nigeria perd 8 places, ils ont perdu un match et fait l'autre match à nul. Ils étaient à la 30e position, ils descendent à la 38e position le Nigeria, ou par exemple je sais pas, le Cameroun a gagné 2 places lors de ce rassemblement. Le Mali à moins 6, je crois qu'ils ont, ils ont fait un nul contre Madagascar, je sais plus ce qu'ils avaient fait l'autre rencontre, mais ils ont perdu énormément de places. On revient nous en France, on va parler de la Ligue 1 parce qu'aujourd'hui à 14h, donc j'ai pas encore le programme, quand je fais la vidéo, il est 9h27 exactement là. Donc rendez-vous à 14h cet après-midi pour le calendrier de la Ligue 1. On parlera demain, bien sûr, demain samedi, voilà, de la première journée de tous les gros chocs, on peut dire, de la Ligue 1. Donc c'est cet après-midi à 14h. Et concernant, petite info qu'on sait avant ce calendrier à 14h, officiel, il n'y aura aucun match en semaine la saison prochaine en Ligue 1. Voilà, parce que des fois, normalement, il y a des matchs de temps en temps le mardi ou le mercredi, c'est déjà arrivé, souvent en Ligue 1. Donc la saison prochaine, les gars, il n'y aura que des matchs le week-end, vendredi, samedi, dimanche. Alors, pas de match le mardi ou le mercredi. Donc ça, c'est plutôt une grosse nouveauté. Bref, on continue quelques infos. Mercato, Radamel Falcao, c'est officiel, fait son retour au Millonarios FC, son club de cœur dans lequel il évolue entre 96 et 2001. Donc 23 ans après, il retourne du côté de la Colombie, voilà, pour jouer dans cette équipe colombienne. Falcao, lui, qui a joué dans les plus grands clubs européens. Donc voilà, pour lui, c'est retour aux sources. On lui souhaite bonne chance pour sa fin de carrière. Une autre
autre info officielle, ça concerne le nouveau coach de Leicester. Donc c'est lui qui remplace Enzo Maresca qui est parti entraîner à Chelsea. Et du coup il s'agit du gallois Steve Cooper, voilà, qui devient le nouveau coach de Leicester. Un Leicester qui a fini premier de Championship, il monte en première ligue. Donc c'est lui le coach, hein. Donc le gallois de 44 ans s'est engagé pour 3 saisons avec cette équipe de Leicester. Du côté du Fenerbahçe, donc José Mourinho, l'entraîneur, une petite photo, tiens, parce qu'actuellement il bosse, hein, José Mourinho, même si l'équipe du Fenerbahçe ils n'ont pas encore repris l'entraînement. La plupart des équipes, j'ai entendu beaucoup, ils vont reprendre le 15 juillet. Voilà, c'est date du 15 juillet. Bon, les joueurs qui n'ont pas joué bien sûr l'Euro, parce qu'il y en a qui sont déjà en vacances, ça fait déjà au moins 3 semaines, hein, depuis les derniers matchs de championnat, il y en a, ils sont déjà en vacances. Donc voilà, d'ici 3 semaines, il y en a, ils sont déjà de retour à l'entraînement. Donc voilà, Mourinho, les gars, il prépare déjà la saison prochaine. On va parler d'un autre coach, Pioli, l'ancien coach de l'AC Milan, pourrait devenir le futur coach de Al Ittihad, hein, du côté de l'Arabie Saoudite, et entraîner pourquoi pas Kanté et Karim Benzema. Donc voilà, parce qu'il est sur la shortlist pour remplacer Marcelo Gallardo. Et concernant Marcelo Gallardo qui a été viré par rapport à cette saison très compliquée, mais pas que là, il y a 2 ans, ils ont remporté le championnat, la saison là qui vient de se finir, ils ont fini 5e. Voilà, c'était une grosse descente pour eux. Et surtout aussi, il a bien été viré aussi pour avoir demandé la mise à l'écart de Benzema. Parce qu'on sait que Benzema avec lui, c'était un peu compliqué. Des fois, il le mettait de côté, tout ça. Donc Nasser, hein, le patron du club saoudien de Al Ittihad, donc il a dit Gallardo a commis des erreurs importantes en demandant la mise à l'écart de Benzema. Ce qui est inacceptable, hein. Il est un élément essentiel du projet de l'Arabie Saoudite et du club. Donc voilà, ça aussi, c'est pas du tout passé. En gros, que Benzema, un coup, il s'entraînait même plus. Il était de côté. Il ne voulait pas l'entraînement, Karim Benzema. Et tout ça, c'est pas passé. Du coup, c'est pour ça qu'il a été licencié. Mais bon, il va toucher une grosse commission de licenciement. Je crois que ça pourrait monter, j'avais parlé il y a quelques jours, à plus de 28 millions d'euros qui pourrait toucher Marcelo Gallardo. Et tiens, du côté de Al Ittihad, donc il y a quelques jours, il y avait la rumeur Nacho du côté de Al Ittihad. Mais bon, il devrait bien quitter le Real Madrid, bien en Arabie Saoudite, mais ce ne serait pas cette équipe de Al Ittihad, mais plutôt une autre équipe, hein, pourrait finalement rejoindre un autre club saoudien, l'ambitieux promu Al Qadsiya. Donc c'est une équipe de 2e division qui est montée, là, ils montent en première division saoudienne. Et c'est une équipe, les gars, qui a énormément d'argent. Ils ont pratiquement autant d'argent que Al Ittihad, Al Nasser, tout ça. Et il faut un énorme mercato. Ils aimeraient attirer Nacho, hein, pour ce mercato 2024. On va parler de l'OM, a transmis une offre à Wilfried Ndidi, libre de tout contrat cet été, il y a 9 jours exactement. Beaucoup de joueurs en fin de contrat le 30 juin, dont lui, les gars, fin de contrat avec Leicester. Et l'OM serait très intéressé. D'autres clubs sont intéressés par le milieu. Donc Lyon, Monaco, Everton et le Betis Séville. Donc on verra, mais il pourrait potentiellement venir jouer du côté de la Ligue 1. Tiens, toujours du côté de Marseille, vu qu'on parlait de ce joueur qui pourrait arriver à Marseille, Franck McCourt, hein, le propriétaire de l'OM, il voudrait racheter TikTok. Je sais pas, voilà, TikTok c'est très cher, hein, ça a pris énormément de valeur, hein, depuis que TikTok vraiment a percé depuis quelques années. Donc il aimerait acheter tout simplement la plateforme TikTok. Le Paris Saint-Germain annule sa tournée estivale qui était prévue en Chine en raison du calendrier chargé de ses joueurs. Donc voilà, j'ai vu ça, c'est l'équipe qu'on voit ça. C'est que normalement le PSG aurait dû partir en Chine, faire sa tournée tout simplement en Asie. Et en gros, il pourrait rester en France. Après, ce que je comprends pas, c'est quand même il y a le trophée des champions qui doit se jouer à Pékin. Donc ça sera en Chine. Donc peut-être ils feront peut-être aller-retour juste pour aller jouer ce match-là et revenir en France, je ne sais pas, mais voilà. Normalement, ils devraient rester en France, peut-être faire leur tournée, on peut dire, le PSG. On va parler de Jamal Musiala, révélé que sa célébration lors du dernier match, hein, contre l'Hongrie, où il a été buteur, hein, son 2e but de cet Euro, donc vient de Carmelo Anthony, légende de la NBA. Donc voilà en gros pourquoi il a fait cette célébration-là. Et une petite info concernant ce joueur, les gars, Jamal Musiala, parce qu'actuellement il est au Bayern, hein, mais à l'époque il jouait à Chelsea, et Chelsea, hein, a vendu, c'est même pas vendu, hein, on en parlera après. Donc en gros il est parti pour 170 millions de livres de Chelsea au Bayern, ce qui fait à peu près, on va dire, 300 000 euros, à seulement 16 ans. Et Chelsea a offert en gros un contrat à Musiala. Il a choisi de partir et les frais étaient une compensation de développement. Il n'a pas été vendu, en gros, c'est juste de l'argent, voilà, qu'ils ont donné. Mais voilà, en gros, il aurait pu rester à Chelsea. Mais voilà, en gros, il est parti au Bayern pour cette somme-là, tout simplement. C'est assez fou parce que quand on sait maintenant la valeur qu'il a, hein, la valeur, je pense, là, il serait transféré. Après, encore l'euro qu'il vient de faire et la saison qu'il vient de faire avec le Bayern, hein, c'est un transfert à plus de 100 millions d'euros. Donc voilà, encore un genre très mal géré, on peut dire, hein, du côté de Chelsea. Victor Osimhen a ramené son ballon d'or africain dans son école scolaire, un sacré photo. Voilà, il a même publié ça, tiens, sur son compte Instagram, tout simplement. Donc voilà, hein, bien sûr, hein, Victor Osimhen. On ne sait pas ce qu'il va faire, hein, Victor Osimhen, toujours la saison prochaine. Je ne pense pas qu'il va rester à Naples, hein. Je le vois bien quitter son équipe. Il y a 14 ans, c'était l'un des jours très sombres, hein, pour l'équipe de France, la honte de Kinsina. Donc en gros, parce que l'équipe de France, c'était en la Coupe du Monde 2010, on avait floppé, hein, éliminé déjà dès les phases de poule, hein, logique. Hein. Et l'équipe de France, un coup de
voulaient pas sortir, les joueurs ne voulaient pas sortir du bus, tout ça. Il y avait des embrouilles de partout, c'était n'importe quoi. Et Lloris, les gars, revient sur le fiasco. Donc il a dit on avait un sélectionneur Raymond Domenech en fin de cycle qui savait qu'il allait être remplacé. Des tensions existaient avec certains joueurs. L'équipe restait sur un Euro 2008 raté. Les liens étaient inexistants entre la fédération française, notamment avec le président Jean-Pierre Escalette. Il suffisait d'un grain de sable pour que tout explose. Cet épisode m'a rassuré sur les conditions indispensables pour arriver au succès. Fédération, entraîneur et joueur ne doivent faire qu'un. Voilà, si tu en embrouilles entre l'entraîneur, les joueurs et la fédération, c'est obligé que ça floppe et ça avait floppé. Et voilà, si tout ça font un, fédération, entraîneur et joueur, ça fait, là c'est de la réussite. C'était la réussite par exemple en France, on peut dire les dernières années. Donc ça passe par la transparence, la confiance et des échanges. C'est ce que j'ai connu avec Noël Le Graët, Didier Deschamps et son staff et les leaders de l'équipe de France. C'est une satisfaction pour moi. J'ai laissé la sélection en bon état quand il est parti parce que l'équipe de France actuellement en bonne santé, on peut dire, contrairement à 2010 où c'était n'importe quoi. C'est vrai que ça là c'était les heures sombres, on peut dire, des Bleus. Il revient aussi sur la finale de Coupe du Monde perdue en 2022, Hugo Lloris. Il a dit, il y a toujours un petit regret parce que je suis un compétiteur, on est passé à côté de notre finale pendant plus d'une heure, ça ne pardonne pas, c'est vrai, l'équipe de France, méconnaissable pendant une heure de jeu, c'est pas ce qui se passait, ils avaient peur, on ne sait pas, bref. Même une part, c'est vrai que Deschamps, il n'est jamais revenu sur sur cet oubli de l'équipe de France. Il n'est jamais revenu en déclaration sur ça, Deschamps. C'est pas ce qui s'est passé, les gars, sur cette heure terrible. Bon, bref, mais une part de moi était très fier d'être vice-champion du monde. Avoir pu vivre de grandes émotions aux Français, c'est peut-être plus simple que pour moi de supporter cette peine, car j'ai été champion du monde 4 ans plus tôt. Oui, peut-être. Voilà, parce que vu qu'il a gagné la Coupe du Monde 4 ans plus tôt, donc voilà, ça, c'était un petit peu moins compliqué, on va dire. Il y avait moins de peine. Et bon, nous, les gars, supporters, enfin moi, personnellement, supporter de l'équipe de France, j'ai été très déçu. Heureusement qu'Mbappé avait été là, sinon, ça aurait été l'une des pires finales de l'histoire des Coupes du Monde où une équipe avait été totalement à l'ouest, l'équipe des Bleus, mais heureusement Mbappé avait su relever la barre. Hugo Lloris tient sur N'Golo Kanté, donc on dirait un ange un peu qui protégerait l'équipe. Il est toujours positif et c'est pour cela que tout le monde l'aime. Il a ce mélange de force tranquille et de timidité. C'est un gars très attachant d'or et sur le terrain tu peux compter sur lui toujours. Quand on s'est retrouvés tous les deux pendant près d'une heure au contrôle antidopage après la finale à Moscou en 2018, loin du vestiaire et de la fête, moi j'avais l'impression qu'on m'enlevait quelque chose, mais lui on ne l'a jamais entendu se plaindre. N'Golo, on ne peut que l'aimer, même quand il triche aux cartes, parce qu'il le fait avec sourire, et ça passe tout seul, et en général ce n'est pas lui qui a commencé. Donc voilà, concernant N'Golo Kanté, un joueur très apprécié bien sûr, du côté des Bleus, même du côté dans le football, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de critiques sur N'Golo Kanté. Voilà, un joueur très réservé, mais voilà, il fait ce qu'il a à faire et il le fait très bien. Hugo Lloris, toujours le coéquipier qui l'a le plus impressionné, c'est Lisandro Lopez à l'époque, du côté de Lyon. Il avait un truc en plus, ce charisme, cette façon de transmettre sa grinta. En plus d'être un super footballeur, j'ai adoré jouer avec lui, c'est devenu un ami. Voilà. Il a parlé aussi de Yoann Gourcuff, donc son début de carrière est phénoménal, mais il a été freiné par la surexposition qui ne le convenait pas quand il signe à Lyon. Et en équipe de France, il a été vu comme le successeur de Zidane, et c'est dur bien sûr à porter d'être le nouveau Zizou. C'est un garçon attachant avec des valeurs, un vrai passionné de foot. Il faut respecter son choix d'avoir arrêté sa carrière si tôt. Il a arrêté, c'est vrai que je ne sais plus, à 31, 32 ans. C'est tôt bien sûr, une carrière de footballeur d'arrêter aussi jeune. Mais voilà, concernant Yoann Gourcuff. Donc voilà quelques déclarations d'Hugo Lloris, un ancien gardien de l'équipe de France. Et on finit avec l'équipe de France et avec le match ce soir, Pays-Bas, équipe de France, le pronostic. N'hésitez pas à le mettre en commentaire pour ceux qui veulent, bien évidemment. Donc moi j'ai donné le mien, donc déjà je pars sur une victoire de la France. À chaque fois de toute façon je partirai sur la victoire des Bleus en prono, parce que je soutiens les Bleus, je ne peux pas soutenir bien sûr les Néerlandais. Donc je vais dire une victoire, bon ça sera compliqué, allez, une victoire 2-1, ce sera un magnifique résultat pour l'équipe de France qui sera officiellement qualifiée. Donc 2-1 pour l'équipe de France ce soir. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, donc je vous souhaite une très bonne journée, bon match à vous ce soir et à demain.